Merci pour cette invitation. Alors, effectivement, je vais parler de la partie plus citoyenne par rapport aux données. Je vais faire une précision par rapport à l'intitulé dans quelques minutes. Je voulais simplement préciser que je fais cette présentation avec la collaboration de Marie-Noëlle Chouinard et de Geneviève Vachon de l'École d'architecture. Donc, je voulais préciser d'entrée de jeu, l'intitulé réfère aux données citoyennes en renfort à la gestion territoriale. Peut-être qu'il serait plus juste de parler de savoir citoyen, puisque je m'intéresse moins spécifiquement aux informations précises qu'aux connaissances en général. L'expression savoir citoyen qui a plusieurs synonymes, donc expertise citoyenne, savoir d'usage, savoir ordinaire, savoir habitant. Ce sont des expressions qui renvoient à la contribution des non-élus et des non-professionnels au débat public et à la prise de décision. Des savoirs donc qui ont plusieurs, c'est-à-dire dont la présence devient de plus en plus importante, notamment en raison de la multiplication des processus de participation dans la prise de décision, dans la gestion territoriale plus spécifiquement. Et cette multiplication des processus de participation invite à s'interroger sur l'utilité de tels savoirs. Quelle place on leur donne aussi, une question importante. Donc, comment on les intègre aux autres formes de savoir, ceux dont il a été question ce matin notamment, les savoirs experts, les savoirs techniques aussi et les savoirs institutionnels. Donc, je voulais souligner qu'ici, je parlerai de savoir citoyen en référant à l'ensemble des connaissances, des expériences et des relations, donc des capacités, voire des capabilités aussi que peuvent mobiliser les acteurs qui ne sont ni élus ni spécialistes. Ces savoirs citoyens ne sont pas nouveaux et leur intégration à la prise de décision, à la gestion n'est pas nouvelle non plus. Mais disons qu'elle est de plus en plus importante, cette intégration depuis une quarantaine d'années, dans la mesure où on veut prendre des décisions qui vont être légitimes, mais qui vont aussi être valides, qui vont profiter à l'ensemble de la communauté, et qui, de plus en plus, vont sortir des sentiers battus de la path dependency, notamment en ce qui concerne des enjeux comme l'adaptation au changement climatique. Je vais parler ici plus spécifiquement de l'adaptation au changement climatique, mais pas à l'adaptation en elle-même, plutôt d'expérimentation locale pour cette adaptation aux impacts des changements climatiques, et avec deux cas pour illustrer mon propos. À partir de ce cadre d'analyse des expérimentations locales, le cas d'abord du comité Rivière à Saint-Raymond dans Port-Neuf, et puis ensuite je reviendrai sur une recherche-action qui a été menée ici de 2010 à 2013 avec une équipe interdisciplinaire de l'Université Laval, pour laquelle on s'est intéressé à toutes sortes de volets, mais notamment à la faisabilité et à l'acceptabilité sociale des mesures d'adaptation pour la région métropolitaine de Québec. Donc, avant de parler du comité Rivière et de Saint-Raymond, je reviens sur cette notion d'expérimentation locale que je trouve particulièrement intéressante et utile pour aborder l'intégration des savoirs citoyens en renfort à la gestion territoriale. Une expérimentation locale se définit à partir de 3 critères. Le premier, c'est qu'elle ne découle pas d'une programmation nationale ou internationale. Donc, par exemple, elle fait intervenir, c'est-à-dire d'abord revenir sur le fait que l'expérimentation, je l'utilise cette notion davantage que celle d'innovation, mais on pourrait penser facilement à des innovations sociales aussi, à des projets pilotes. L'idée d'expérimentation me semble intéressante particulièrement parce qu'elle renvoie à un tâtonnement, à une exploration dans le flou, ce qui est particulièrement le cas lorsqu'il est question d'enjeux sans précédent comme les changements climatiques. Donc, une expérimentation locale en matière d'adaptation au changement climatique, c'est une initiative qui n'est pas issue d'un programme comme le plan d'action sur les changements climatiques, donc par exemple du gouvernement du Québec. Ce qui veut dire que, en termes d'exemple, un plan d'adaptation comme celui de la ville de Gatineau qui s'apprête à le faire et qui est invité à faire cette planification par le gouvernement du Québec ne serait pas une expérimentation locale.
Par contre, un projet de verdissement d'une cour d'école dans Sainte-Foy qui mettrait à profit les ressources des parents et aussi celles de l'école se qualifierait par rapport à ce premier critère. Un deuxième critère, c'est qu'une expérimentation concerne l'échelle locale ou régionale avant tout, mais qu'elle s'arrime aux autres échelles territoriales, à savoir le micro-local, mais aussi la région, la province, et plus globalement le monde et la nation, évidemment. Donc, si on revient à cet exemple de verdissement d'une cour d'école, ça s'intéresse et ça bénéficie d'abord aux élèves proximes à l'école, aux enfants du voisinage, évidemment, à travers le parc école. Ça a aussi des effets sur le rafraîchissement dans le quartier, et ça peut servir de modèle de gouvernance, mais aussi d'intervention sur le cadre bâti pour d'autres projets dans la région. Troisième et dernier critère pour identifier ces expérimentations, elles mettent à profit les connaissances de plusieurs partenaires, donc de l'action publique, mais aussi du secteur privé et de la société civile, des ONG, etc. Toujours avec cet exemple du verdissement, il y a potentiellement les ressources matérielles, humaines, financières des parents qui sont mobilisées, mais celles d'ONG comme Vivre en Ville, aussi du secteur privé qui pourraient, par exemple, avoir commandité les plantations. Je reviens donc pour dire que ce cadre d'analyse me semble particulièrement intéressant pour aborder l'intégration des savoirs citoyens dans la prise de décision en ce qui concerne l'adaptation des milieux au changement climatique. Je le disais, c'est un enjeu sans précédent, évidemment, et pour lequel certaines informations sont manquantes, donc ces savoirs citoyens peuvent venir combler, ne serait-ce qu'en partie. Les changements climatiques sont fortement associés au contexte local. Grosso modo, les températures vont augmenter, les registres de précipitations vont être perturbés. Là, je prends des raccourcis énormes, surtout devant vous. Mais en même temps, chaque contexte a des impacts qui lui sont particuliers. Et ce qui est intéressant dans la mise à profit de ces savoirs citoyens, c'est que ce sont des savoirs d'usage, mais qui renvoient à des connaissances qu'ont les habitants qui occupent le territoire, mais qui ont aussi une expertise qui est plus large, une compréhension des rouages politiques et des façons de faire sur le terrain. Et forcément, ces changements climatiques en appellent à une transformation des façons de faire et des modes pour aborder les problèmes et donc leurs solutions, ce qui permet de sortir des sentiers battus en mettant à profit d'autres formes de savoir qui peuvent être un peu plus créatifs dans certains cas. En plus, ces savoirs permettent d'aborder les questions éthiques associées à l'adaptation au changement climatique. Où doit-on intervenir en priorité? Que doit-on adapter en priorité? À quel moment on doit faire intervenir la réflexion sur l'adaptation, etc. Deux cas pour illustrer tout ça. Le premier cas, celui de Saint-Raymond, et ensuite le projet de recherche-action. J'irai assez rondement, mais si vous avez des questions, on pourra revenir sur les détails. Donc, le premier cas, c'est celui du comité rivière de Saint-Raymond. Saint-Raymond qui est au nord-ouest de la région de Québec, où est survenue en avril 2014 une inondation par embâcle de glace, qui n'était pas la première, sur la rivière Sainte-Anne. Ils vivent souvent les inondations en eau libre à Saint-Raymond, mais celle-là, en avril 2014, est un peu venu faire déborder le vase, plusieurs dommages matériels importants, 300 résidents évacués dans le plus fort de la crise, et donc un contexte où on a envie de réagir et de ne pas nécessairement revivre à tous les 2 ans ce genre d'événement. Ce qui est arrivé, la petite histoire du comité rivière, en fait, c'est la ville de Saint-Raymond, suite à ces inondations, a témoigné de sa motivation à mobiliser les citoyens pour réfléchir à des solutions en ce qui concerne la gestion de risque des inondations. Et au même moment, l'organisme de bassin versant local, la CAPSA, un peu avant, en fait, avait elle-même manifesté auprès de la ville de Saint-Raymond son intention de mobiliser les citoyens, pas juste les citoyens, mais plusieurs intervenants du milieu, pour former un comité sur des outils et des approches pour justement
aborder les risques d'inondation dans une perspective de gestion intégrée de l'eau. La ville de Saint-Raymond, donc, a mandaté la CAPSA pour animer ce comité rivière, un comité formé essentiellement de citoyens impactés par la dernière inondation, mais aussi des citoyens qui n'avaient pas été impactés et qui étaient intéressés à faire quelque chose pour justement réagir. Mais on verra plus tard que cette réaction pourrait se transformer en prévention. Donc, mais parallèlement à cette mise en forme du comité rivière durant les mois de mai et juin 2014, la ville de Saint-Raymond a également mandaté une équipe de chercheurs de l'Université Laval en génie des eaux, en l'occurrence Brian Morse et Benoît Turcotte, pour étudier un peu plus spécifiquement ces questions qui restent encore peu abordées, là, les inondations par embâcle de glace. Et les chercheurs se sont trouvés à interagir avec les citoyens par le biais de ce comité rivière. La CAPSA a également eu l'idée de mettre en place un comité d'experts qui ne seraient pas des experts chercheurs, mais qui seraient plutôt des experts associés aux différentes dimensions de la gestion territoriale plus largement, donc des gens en santé publique, en aménagement du territoire, en urbanisme. Et ces gens-là, donc, le comité rivière, la ville de Saint-Raymond, la CAPSA et les chercheurs se sont trouvés à initier un dialogue qui dure toujours et qui a été assez soutenu depuis 1 an. Il y a eu, dans ce dialogue entre les savoirs citoyens et les savoirs des chercheurs, plus spécifiquement, des points particulièrement intéressants. Une visite commentée de la rivière en juillet 2014, notamment une formation que les chercheurs ont donné sur la dynamique des glaces, que la CAPSA a, elle, donné sur la dynamique des cours d'eau plus largement. Les chercheurs se sont montrés ouverts et intéressés à obtenir plus d'informations de la part des citoyens sur leurs souvenirs de l'état de la rivière, sur leurs souvenirs des inondations précédentes, leurs souvenirs ou leurs observations de comment la rivière intervenait sur les terrains de chacun et des interventions sur le cadre d'aménagement qui ont pu impacter la dynamique à la fois du cours d'eau et des glaces. Il y a eu des documents d'archives qui ont été récupérés grâce aux citoyens aussi. Et avant de faire une présentation publique large, les chercheurs ont accepté de présenter leurs résultats devant le comité rivière élargi. De façon un peu plus autonome, ces membres citoyens du comité rivière ont appris aussi à faire de l'activisme, ou en tout cas de la mobilisation citoyenne. Ils se sont rencontrés, je le disais, de façon soutenue, de façon assez informelle par contre, mais aussi de plus en plus formelle au fur et à mesure que le temps avançait. Il y a eu une corvée de nettoyage de la rivière qui a été organisée, une pétition, des représentations auprès des députés provinciales et fédérales, et toutes sortes de projets pour inviter la population à être mieux informée. En fait, pour mieux informer la population, l'inventaire des dommages matériels n'avait jamais été réalisé. C'est les membres du comité rivière qui l'ont fait en faisant du porte-à-porte dans la zone touchée par l'inondation, puis ça a donné lieu à un état de la situation qui était assez troublant dans la mesure où la plupart des gens rencontrés ne savaient pas qu'ils avaient un maximum de 3 mois pour réclamer, ne savaient pas à qui s'adresser pour faire ces réclamations, etc. Donc, il y avait l'autre dimension de l'inondation là, qui était pas dans la rivière comme telle, mais qui était plutôt sur le territoire et qui avait été peu touchée jusqu'alors, qui a été abordée par le comité rivière. Si on revient au cadre d'analyse, on peut dire que ce comité rivière répond à la définition d'une expérimentation locale dans la mesure où c'est une initiative ad hoc qui est pas issue d'un programme. Elle touche l'échelle locale, mais elle fait intervenir des acteurs à différentes échelles et met justement à contribution les ressources de différents ministères, différents niveaux, et met aussi à contribution les ressources de différents partenaires. Outre les résultats les actions plus spécifiques ou ponctuelles, je pense qu'on peut voir des résultats macro émerger de cette expérimentation. En l'occurrence, la mise en place de ce cadre
avec un comité de citoyens qui dialogue avec des chercheurs d'une part et la ville de Saint-Raymond d'autre part, a permis une forme de traduction de l'enjeu particulièrement émotif que peut être une inondation, de traduire cet enjeu-là en enjeu plus factuel, plus expert, si on veut, dans la mesure où il y a aussi eu un renforcement des connaissances. Ça a permis, je l'ai pas dit, mais les citoyens étaient dès le départ très orientés dragage, alors que pour se sortir du problème des inondations, alors que les chercheurs ont écarté cette option-là et que donc l'administration municipale n'a pas eu à répondre d'une interdiction à draguer, mais a plutôt amené les citoyens vers autre chose, d'autres pistes de solutions. Et l'assemblage des acteurs de raison avec les acteurs citoyens, justement, ça a été particulièrement habile de la part de la mairie là, pour éviter les conflits et les oppositions, mais aussi pour amener ça à un autre niveau, à un autre registre en ce qui concerne les solutions, ou en tout cas les modes de gestion du risque d'inondation. Un peu dans le même sens, ça a permis un élargissement du cadre pour envisager le problème des inondations. En fait, pour sortir de la crise puis réfléchir à la résilience plus largement, pas juste à ce qu'il faut faire pour éviter une autre inondation. Le comité Rivière mène depuis quelques mois une démarche de prospective territoriale qui est assez exemplaire et dont le regroupement des organismes de bassin versant du Québec va tirer quelques leçons pour reproduire ce cas. Donc, très rapidement, je veux passer à l'autre cas, mais ici, la mise en valeur des citoyens, des savoirs citoyens a permis aussi aux chercheurs de mieux comprendre certains éléments et d'ouvrir la réflexion vers une gestion plus intégrée du risque d'inondation sans pour autant qu'on ait abordé l'enjeu de l'adaptation au changement climatique de façon explicite, mais c'est vers ça qu'on s'en va dans les prochains mois. Le deuxième cas d'illustration dont je voulais vous parler est clairement plus explicitement orienté vers l'adaptation. Il s'agit d'une recherche qui a été menée donc avec une équipe de chercheurs de plusieurs départements et écoles de l'Université Laval. Avant de parler un peu plus de la recherche, je reviens tout de suite sur la définition de l'expérimentation locale, ne serait-ce que pour préciser que, certes, ça découlait de plans et programmes de financement gouvernementaux, donc il y a peut-être un bémol sur le troisième critère, même si la programmation de recherche était indépendante. Ça découle indirectement d'une programmation institutionnelle nationale, mais pour les autres parties, ça correspond, selon moi, à une expérimentation locale. Donc, une recherche-action qui s'intéressait à la manière d'articuler différentes formes de savoir, encore ici professionnels, techniciens, citoyens, et qui s'intéressait aussi à définir un cadre méthodologique pour planifier l'adaptation en incluant différents volets, notamment l'eau potable avec Manuel Rodriguez, mais aussi la mobilité, la forme urbaine, la chaleur et le design. Et c'est plus sur la partie design des mesures de l'adaptation que je vais revenir ici, donc notamment en lien avec la définition de l'acceptabilité et de la faisabilité de ces mesures d'adaptation au changement climatique. Une recherche-action en 3 ans, dont la 3e année a vraiment été orientée vers la mise en forme de mesures d'adaptation pour le cadre de Québec, à l'aide de l'expertise et des ressources du GIRBA, notamment le groupe interdisciplinaire de recherche sur les banlieues, et sous la direction de Geneviève Vachon et Carole Després. Donc, la mise en forme de mesures d'adaptation. Et il y a été question à la fois définir ces mesures d'adaptation dans un premier temps à partir des 2 premières années, mais ensuite de voir si ça fitait, si ça marche avec le cadre de Québec en général, au plan bâti, mais aussi au plan social en termes de justement d'acceptabilité et de faisabilité. Plusieurs outils de communication grâce à la formidable équipe du GIRBA ont été réalisés, des représentations de cadres urbains fictifs mais qui collaient au cadre de Québec, des fiches sur les mesures d'adaptation qui ont ensuite été distribuées à différentes personnes susceptibles d'être intéressées, des post-it réels et virtuels. Je vous montre quelques exemples. On a travaillé donc avec des scénarios avant-après, des milieux urbains sur lesquels on allait appliquer différentes mesures d'adaptation
qui pouvaient être des cadres qui renvoient à des cadres réels, mais qui sont assez fictifs par ailleurs pour détacher l'aspect, juste pour détacher, pour que les gens puissent se sentir à l'aise de critiquer, commenter, apprécier. Les fiches techniques étaient de ce genre-là, où on avait une mesure d'adaptation et ses avantages, ses limites, ainsi que quelques références plus scientifiques. Donc, la mesure de l'acceptabilité et de la faisabilité a été faite de façon traditionnelle, en consultation présentielle, en face à face, lors d'ateliers de discussion, mais aussi on a essayé d'exploiter le crowdsourcing, donc une plateforme web, pour voir si ça permettait aussi de réfléchir à tous les enjeux de l'adaptation dans ces acceptions d'acceptabilité et de faisabilité. Les questions pour la plateforme web étaient plus générales, mais lors des ateliers, on a posé des questions du genre: est-ce que cet espace d'eau à côté de l'église vous semble justifié et possible ou faisable et acceptable? Est-ce que vous pensez que les gens dans votre voisinage seraient intéressés par des pavés de stationnement alvéolés? Il y avait un code de couleur, donc les mesures qui étaient colorées de verte par les participants correspondaient aux mesures qui étaient jugées acceptables et faisables. Jaune, souhaitable mais peu faisable, et rouge, évidemment, ni faisable ni acceptable. Donc, des résultats très rapidement. En général, on a eu plus de post-it, de commentaires jaunes signifiant que les gens avaient un peu de misère quand même à se commettre et à dire si c'était faisable et acceptable ou pas du tout, qui restaient assez donc sur leur garde et trouvaient les mesures en général souhaitables mais peut-être pas toujours faisables. C'est venu confirmer que l'échelle du voisinage ou celle du quartier est une échelle de pertinence pour réfléchir à l'adaptation au changement climatique. Et en général, les mesures qui étaient jugées coûteuses, élever les systèmes électriques ou exproprier, évidemment, étaient jugées peu faisables. Peut-être pas en ce qui concerne l'expropriation strictement pour des raisons de coût. Mais bon, donc en général, coût égale peu faisable. La plateforme web a été jugée de façon plus procédurale, assez réservée aux initiés. C'était pas évident de se rendre jusqu'au bout dans le crowdsourcing qui se faisait par le logiciel CrowdBright. Mais ceux qui sont allés jusqu'au bout étaient particulièrement d'avis que la consultation en ligne est une bonne façon de donner leur opinion, que ça renforcerait la participation citoyenne plus largement en général. Pour terminer, les savoirs citoyens en renfort à la gestion territoriale parce qu'ils éclairent des caractéristiques spécifiques à un milieu local, qu'ils témoignent des sensibilités de ce milieu et permettent donc de poser des questions un peu plus éthiques sur quelle sorte de vulnérabilité on souhaite accepter, quelle sorte de risque on souhaite prendre, qui doit payer, comment. Les citoyens sont aussi à même d'évaluer la faisabilité, même réglementaire et politique, de certaines mesures et l'acceptabilité sociale, certainement, des projets. Et en terminant, je pense que dans les deux cas, ce qui est intéressant aussi, c'est que même lorsque les citoyens sont un peu à côté dans leur idée de mesures ou de solutions, ils sont quand même à même par leurs commentaires, et même si justement ils se trompent quand ils poussent ou favorisent une solution plutôt qu'une autre, ça permet aux décideurs, aux gestionnaires de mieux voir où il y a des manques en termes d'information et sur quelles informations donc on devrait revenir pour sensibiliser la population plus largement. Merci.